Bon, on va peut-être se la continuer cette tier list. Salut la team YouTube, bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de la tier list de l'ensemble des animes que j'ai maté depuis que je suis gamin. Encore une fois, de l'ensemble des animes, c'est très prétentieux parce que évidemment je risque d'en louper beaucoup, mais tout du moins ma mémoire fatiguée a fait en sorte de rassembler le plus de références possible. Également pour celles et ceux qui n'auraient toujours pas compris. En effet, cette tier list est en plusieurs épisodes puisque si je devais tout vous classer en une seule VOD, on y passerait littéralement la journée. Quand on m'a dit mais y a pas Senseiya, y a pas Bleach, y a pas machin, y a pas bidule. 2 secondes, je vous l'ai dit en intro de la première VOD, ça va être en plusieurs épisodes. Vous avez vu l'épisode 1, aujourd'hui, épisode 2. Alors, on va continuer à prendre dans la suite de la liste. Ah, les Super Nanas, les Powerpuff Girls dans la version originale. Alors, les Super Nanas, on va les remonter un petit peu, je pense que sont bien là aussi. C'était un petit peu également cette série d'animation que l'on pouvait voir dans la lignée du laboratoire de Dexter, hein, c'est grosso merdo la même époque. Et c'était en fait exactement le même mood que le laboratoire de Dexter, hein, c'est-à-dire que je cherchais pas forcément à mater les épisodes, mais quand je les regardais, je changeais pas de chaîne quoi en fait. Et puis c'était encore une fois ce genre de série où tu sais pas pourquoi, tu gobes un épisode, puis t'en gobes un deuxième et un troisième. Tu saurais pas dire si sur le moment tu aimes ou tu détestes ce que t'es en train de regarder, mais t'as juste pas envie de changer de chaîne en fait, donc bon voilà. Ah, les Animaniacs alors. Alors, je sais pas du coup si maintenant, avec mon regard d'adulte, je sais pas si je garderai les mêmes souvenirs. Ah, le traditionnel salut nounou, ah, le classique de l'époque, hein. Ça va peut-être pas parler au moins de 20 ans, hein. Mais bon, la série avait ce mérite d'être assez, comment dirais-je, embarquant, comique. Ça marchait bien, quoi. De bons souvenirs également. Ah, oh là, attention, Get Backers. Alors là, il y a du lourd, là. Alors, c'est pas très récent, Get Backers, hein, ça a déjà quelques années maintenant. Mais ça faisait partie de cette série d'animes que j'aimais beaucoup regarder, où les protagonistes, ils ont des pouvoirs absolument incroyables, ils cassent des gueules à tour de bras, c'était vraiment phénoménal. T'en avais un, je crois, qui était super fort, et l'autre, il manipule l'électricité dans mes souvenirs. Ça, c'est une série, il faudrait que je me la refasse, parce qu'il y a grave longtemps que je l'ai vue. C'était un petit peu cette époque où, pourtant, bien que très ancré dans mon adolescence, dans l'époque Dragon Ball, etc., je commençais un petit peu à élargir mes horizons et à regarder un petit peu d'autres licences, et Get Backers faisait partie de ces licences-là. Oh, je vais pas dire que c'était des bons souvenirs, hein. Oh non, c'est à consommer sans modération, Get Backers, hein. Alors attention, c'est pareil, hein, ça castagne, c'est violent, il y a du langage grossier, en veux-tu, en voilà. C'est un petit peu, on va dire, cette série d'anime un peu décomplexée qu'on avait dans les années 90. Ouh, oui, là on attaque les très gros morceaux. GTO, Great Teacher Onizuka, miam. Alors ça, alors minimum, c'est à consommer sans modération, mais est-ce que ce serait pas littéralement légendaire GTO en fait? Ah, je sais pas. En fait, il aurait fallu que je crée une catégorie intermédiaire entre légendaire et à consommer sans modération, et j'aurais mis GTO d'office dedans. C'est un à consommer sans modération à tendance légendaire en fait, hein. C'est... Ah, je saurais pas trop dire. C'est pareil, ça faisait partie de ces licences que je regardais dans le courant des années 90 avec mon meilleur pote à l'époque. Et nous, à l'époque, on n'avait pas la VO, on avait la VF qui était déjà excellente pour l'époque, hein. Je me rappellerai toujours évidemment des célèbres enseignements de ce professeur et de ses célèbres coups de pied dans la gueule pédagogique, ça c'est un régal. Mais ouais, je le laisse dans un consommer sans modération, mais tu sens que la glissade vers légendaire est pas loin quand même, hein. Ouh là, alors là, bon là, direct, hein, allez hop, à consommer sans modération, hein. Senseiya, le premier arc. Alors attention, ne me parlez pas, bordel, ne venez pas me dire dans les commentaires, elle est où la série Netflix de Senseiya, gna gna? Non, ça va, ça on n'en parlera pas, ça c'est poubelle, ça c'est non. Alors que pourtant, en vrai, vous savez quoi? Attendez, bougez pas. Je fais une rapide modif sur cette tier list. Voilà, je viens d'ajouter Senseiya Netflix dans la liste parce que, encore une fois, si on veut être objectif, j'ai vu quelques épisodes de Senseiya Netflix, on y viendra dans quelques instants. Pour l'instant, on va s'arrêter sur Senseiya, le tout début de la licence, l'arc du sanctuaire, évidemment, le plus emblématique, le plus classique, même le plus connu, bien sûr. Les 5 chevaliers de bronze, Seiya, Yoga, Ikki, Shun et Shiryu, qui vont donc devoir aller sauver Saori, donc la déesse Athéna, et le tout en traversant donc les 12 maisons des 12 chevaliers d'or, chacun représentant une constellation bien connue. Le mien, c'est le Sagittaire. Pas de bol, c'est celui qui se fait one-shot au début de l'anime. Mais bon, pour sa défense, il avait pas son armure et il était en train de défendre Saori bébé. Donc quand même, il est mort en héros. L'arc du sanctuaire, à consommer sans modération. Je veux dire, même la licence Senseiya, d'une manière générale, sur les premiers arcs, tout ce qui concerne l'arc du sanctuaire, l'arc d'Hadès, vraiment, ça se dévore non-stop. La VF est devenue quelque peu cringe maintenant, même si, bon, déjà, à l'époque, il y avait des choses qui allaient pas forcément très bien, mais là, maintenant, c'est encore pire. Ensuite, Senseiya Lost Canvas. Je suis désolé, c'est légendaire.
Senseiya Lost Canvas, c'est du légendaire as fuck. J'ai mis longtemps avant de m'intéresser aux autres générations de Senseiya, c'est-à-dire que vraiment j'étais très ancré dans le Senseiya, la base en fait, c'est-à-dire l'arc du sanctuaire, l'arc d'Hadès, tout ça, vraiment le bon vieux Senseiya à l'ancienne, avec aussi tout ce qui concerne les OAV de l'époque. Et ce n'est que très récemment que je me suis enfin décidé à m'intéresser aux autres séries, notamment Lost Canvas. Donc Lost Canvas en fait c'est un peu le préquel de l'arc du sanctuaire, puisque ça se passe pendant la précédente guerre sainte. Et oh mon dieu, la claque dans la tronche que j'ai pris. Et là les regrets de ne pas avoir regardé ça bien avant. Ça apporte tellement de choses par rapport à ce que l'on connaît de la base de Senseiya, notamment par exemple le personnage d'Aldébaran, donc le chevalier du taureau. Pour moi j'ai toujours cru qu'Aldébaran c'était le personnage en fait, c'était le nom, c'était son blaze en fait. Eh ben non, en fait Aldébaran c'est un titre, au même titre par exemple que Kenpachi pour Bleach. J'ai découvert les chevaliers du passé mais qui étaient incroyables. Albafika du poisson, oh là là mon dieu, par rapport à Aphrodite, rien à voir. Manigoldo, juste pour ce chevalier, Manigoldo, juste pour lui, la série justifie rien que pour lui d'être légendaire. Précédente guerre sainte qui met en avant donc notamment certains dieux, notamment Hypnos et Thanatos, et tu as littéralement cette scène absolument légendaire où Manigoldo, simple chevalier d'or, tu vois, bon quand même balèze quoi, ce chevalier d'or, c'est pas le chevalier premier niveau, mais le gonze, simple chevalier d'or qui débarque au milieu d'une partie d'échecs entre Hypnos et Thanatos, je vous la fais courte, il déboule en mode « Ah c'est vous les dieux qui nous faites chier là ?» Ouais. Bah je vais vous casser la gueule. Le mec il a un tel niveau de portage de balls, simple chevalier d'or encore une fois face à deux dieux absolument incroyables en termes de puissance, mais le mec il les porte tellement fort ces balls incroyables, et c'est bourré de scènes comme ça. Le seul petit regret c'est que si on veut voir la suite de Lost Canvas, il faut regarder le manga puisque la suite n'a jamais été portée en anime, et il se passe plein de dingueries après dans les scans, mais juste toute la partie qui a été portée en anime est tellement, mais faut la voir, vraiment c'est à mater absolument. On continue dans la branche Senseiya, mais cette fois-ci Senseiya Omega. Alors là, je serais pas forcément aussi positif sur Senseiya Omega, j'ai beaucoup moins apprécié que Senseiya Lost Canvas. Après Senseiya Omega, bon, l'avantage par rapport à Lost Canvas, c'est que je l'avais déjà vu avant en fait. Alors qu'est-ce que j'ai moins aimé? Bon déjà le style graphique général, hein. Les persos avaient moins ce caché Senseiya tel qu'on le connaissait, même si encore une fois la patte graphique est également différente dans Lost Canvas, mais je trouve qu'elle respecte un peu plus le produit original, là où vraiment j'ai l'impression de me retrouver sur des personnages, en fait je sais plus si je regarde Senseiya ou si je regarde Yu-Gi-Oh en fait dans Senseiya Omega. Il y a des nouveaux chevaliers qui sont très cool avec une nouvelle présentation, nouvelle armure, nouvelle storyline forcément, quelques clins d'œil également concernant le Big Five original des chevaliers de bronze. Je peux pas dire que je déteste en même temps puisque le symbole Omega de Senseiya Omega c'est littéralement le symbole des badges de subs sur ma chaîne Twitch. Donc c'est vous dire à quel point, malgré le fait que j'ai moins aimé que les Senseiya originaux et que Lost Canvas, il n'empêche que j'ai quand même énormément apprécié et que je garde de très bons souvenirs de Senseiya Omega. Ah, cependant... Voilà, le petit ajout de tout à l'heure, Senseiya Netflix. Ça, Senseiya Netflix, c'est l'exemple parfait de arrêter de laisser aux Américains la libre possibilité de faire ce qu'ils veulent sur des licences de Japanimation. Ça, Senseiya, c'est incroyable. Senseiya Lost Canvas, c'est légendaire. Senseiya Omega, c'est un truc de ouf. Senseiya Netflix, c'est de la merde. C'est un reboot de la série originale. Déjà, c'est très moche. C'est full 3D, full CGI, mal dosé, mal employé. Bref, c'est vraiment un chier sur tous les plans. Le scénar est absolument pas respecté. Pour aucune raison, des fois, tu sais pas pourquoi, l'action se situe dans le désert. Genre, par exemple, le tournoi au début, dont le premier prix est l'armure d'or du Sagittaire, tournoi dans lequel Ikki intervient pour dérober la dite armure, bah là il se passe dans un désert au fin fond du trou du cul de je ne sais quel pays. Mais pour vous dire jusqu'où le what the fuck est allé quand même, c'est que mon fils, ne connaissant pas Senseiya, a voulu s'y intéresser en commençant par regarder la série Netflix. Grave erreur, allez-vous dire, mais on apprend de ses erreurs. Il a regardé le premier épisode, puis le deuxième. Et il me semble qu'il a été jusqu'au troisième, moi j'ai regardé le premier, j'ai abandonné. De lui-même, alors qu'il ne connaissait pas grand-chose à l'univers de Senseiya, il a pointé des détails assez effarants. En mode, mais pourquoi Seiya il parle à une bouche d'égout? Pourquoi l'action se passe dans le désert? C'est pas censé être réparti entre le Japon, la Grèce par rapport à l'origine des personnages? Si. Pourquoi est-ce que Yoga il tente d'assassiner Saori? Il est pas censé être un de ses chevaliers protecteurs? Bref, je compte plus les aberrations scénaristiques. Et par pitié, si quelqu'un qui pèse dans le game passe par ici, entendez ce message de désespoir et faites en sorte d'arrêter de confier à ces studios américains qu'on n'a rien à foutre de ce qu'ils ont entre les mains, de leur confier ces licences. Certes, qui ont peut-être un petit peu de mal à Rostonks maintenant, mais elles ont du mal pourquoi? Quand tu vois Senseiya Netflix, qui est une aberration, une abomination, c'est une abjecterie à chier, je m'en torche avec tellement c'est dégueulasse. On a eu droit au film en 2018, je crois,
2023, un film à chier dans lequel on te fait danser Deathmask, le chevalier du cancer, qui est censé être le plus impitoyable de tous les chevaliers d'or. Il est littéralement en train de faire la Star Academy, le mec au milieu de sa maison. Enfin putain, à un moment donné, stop. Des licences de Japanimation qui ont bercé l'enfance de toute la génération dont je fais partie et qui maintenant se font ouvertement chier dans la bouche par tous ces studios américains qu'on n'a rien à foutre si ce n'est ponctionner ces licences jusqu'à la dernière goutte de sang et jusqu'au dernier dollar qu'on peut tirer. Quitte à finir de piétiner la licence et de l'enterrer sous un immense tas de merde. Excusez-moi pour tous les termes fleuris qui ont été employés pendant ce descriptif de Senseiya Netflix, mais osez me dire que c'est pas mérité franchement. Donc oui, j'ai une haine profonde effectivement pour Senseiya Netflix parce que ça chie complètement sur l'univers original, ça chie complètement sur le produit de base, ça chie sur l'entièreté de Senseiya, ça ne respecte rien du produit, si tout ce que ça respecte c'est les prénoms des personnages, voilà c'est bien, les noms des persos sont respectés, youhou, bravo, mais de là même pas respecter les histoires, de là même pas respecter les relations, de là même pas respecter les lieux. Putain, mais Seiya au début de la licence, te plaît, c'est un skater qui se fait tabasser par des voyous de la Seine-Saint-Denis quoi. Putain mais waouh, ça suffit en fait quoi. Bref, vous l'avez compris, Senseiya Netflix, je le porte pas dans mon cœur, mais vraiment pas du tout, et je crois que je vais même aller jusqu'à dire que tu vois là regarde, j'ai un degré de haine nettement supérieur à tout ce qu'il y avait avant dans cette même catégorie. Ah, sujet plus léger déjà, les Simpsons. Ah bah alors là, les Simpsons par contre bordel, c'est à consommer sans modération. Alors je suis toujours aussi fan des Simpsons autant de décennies après avoir vu les premiers épisodes. Hein. J'adore en fait. Moi ce que j'adore juste en fait c'est que certes ça reste un anime bon, dont les blagues sont parfois un peu potaches, un peu lourdingues, mais c'est qu'en attendant il y a parfois dans certains épisodes de vrais propos qui traitent de problèmes actuels, mais en amenant ça avec un humour façon Simpson. Et ça fait du bien. Tu vois, c'est une manière un petit peu décomplexée, un peu légère de se plonger parfois dans un quotidien qui est le même pour chacun, qui est pas toujours évident pour différentes raisons, mais en attendant, bah voilà, à partir du moment où c'est les Simpsons qui abordent ce thème-là, et ben ça n'enlève pas la gravité du thème quand ils pensent IRL, mais en attendant, la manière dont c'est traité dans cette série, et ben ça fait que ça passe nettement mieux. Bref, les Simpsons sans modération. Oh, Cowboy Bebop, oh là là, oh, devant tout le monde, Cowboy Bebop, devant tout le monde, aïe 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 aïe. Alors là, on est même plus en train de parler de légende en matière d'animation. On est en train de tutoyer le divin, en fait, littéralement. Là, on touche à la quintessence d'un chef-d'œuvre de l'animation. Et je suis pas le seul à le dire. Cowboy Bebop est une œuvre extrêmement plébiscitée, très reconnue, avec une qualité incontestable et incomparable. Un univers cyberpunk dystopique qui vraiment est développé, mais alors d'une manière... Et le plus triste, vous savez, c'est quoi dans l'histoire? C'est que j'ai jamais vu le film. Parce qu'il y a un film après Cowboy Bebop, en fait, qui termine la série. C'est une série qui est assez courte, hein, je crois qu'il y a 21 épisodes, je crois, un truc comme ça. C'est très court, hein, ça se dévore assez rapidement. Mais il y a un film, il y a un long métrage qui on va dire, entre guillemets, clôture la série, et je ne l'ai jamais vu. Et ça, c'est... Ouais, je sais, je suis impardonnable. Mais force est de reconnaître que là, on est face à une des œuvres majeures de son temps. Cowboy Bebop, c'est la légende parmi les légendes. Il faut que je crée une catégorie au-dessus de toutes les autres. Parce que, oui, effectivement, je considère plus que largement que Cowboy Bebop est bien plus légendaire que Capitaine Flamme, Cobra, la série Batman, tout ce que tu veux. Ça surclasse absolument tout ce que tu as déjà vu dans ta vie, et ça, c'est pas un débat, c'est un fait. Si vous n'avez jamais vu Cowboy Bebop, bordel, je vous autorise, je vous fais un mot dans votre carnet de correspondance pour que vous quittiez cette VOD, vous allez les voir, tous les épisodes, et vous revenez. Et on en discute. On fait comme ça? Albator 84. Alors effectivement, il y a plusieurs séries Albator, mais moi je vais surtout m'intéresser à Albator 84 puisque c'est celle qui est, on va dire, la plus proche de ma génération. Et moi, Albator, le corsaire de l'espace, je l'ai dévoré sans modération à l'époque. Hein. Mais alors, aucun problème. Hein. Tout ce qui allait avec les Goldorak, les Albator, les Ulysse 31, je te les ai défoncés les épisodes à l'époque. Mais alors, mais limite, eux par contre, je les attendais fortement. C'est vivement qu'ils arrivent. C'est quand que ça vient? Ah, c'est maintenant, hop, let's go. Si je me levais trop tard le matin, mais j'étais en PLS, hein, si jamais j'avais pas vu mes épisodes. Hein. Albator 84, alors là, c'est pareil. Hein. Maintenant, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de la regarder maintenant, en 2023. Parce que bon, on va pas se mentir, hein, c'est quand même, voilà, c'est de l'animation typique de l'époque des années 80, du début des années 80. Ça a pas forcément toujours très bien vieilli, ça reste beaucoup une question de goût et de couleur et de perception de chacun. Les plus jeunes parmi vous qui n'avaient jamais connu Albator, vous y mettre maintenant, je pense que vous allez prendre une claque dans la tronche, tellement en effet ça fait un peu de cheapos en matière de présentation. Après, à l'inverse, des gens comme moi qui ont connu cette licence à l'époque, on a toujours, voilà, cette petite pépite dans les yeux quand on les regarde, en se disant mais putain, mais qu'est-ce que c'était goldé à l'époque, quoi. Ça l'est toujours, hein. Dans notre cœur en tout cas, ça l'est toujours. Ah, signé Cat Size. Cat Size, je vais pas dire que je consommais les épisodes sans modération, mais ça fait partie de ces épisodes où, quand ça passait à la télé, je ne zappais pas. Parce que j'aimais bien Cat Size. En fait, on était sur un univers qui était assez calé avec celui qu'on avait dans City Hunter, avec le personnage de Ryo Saiba. Il y a d'ailleurs eu un crossover entre City Hunter et Cat Size, un crossover qui est assez récent, que j'ai toujours pas vu d'ailleurs, et qui du coup permet de canoniser le fait que, eh ben, la série City Hunter et la série signée Cat Size, eh ben, sont tous les deux dans la même timeline. Et ça, pour ça, je trouve ça trop cool. J'aurais su ça à l'époque, vraiment, j'aurais été dans un niveau de hype, mais alors
l'air absolument incroyable. Mais signé Cat Size, non, ça se regarde. Vraiment, ça marche très très bien. Après, est-ce que c'est, voilà, encore une fois, c'est mon œil nostalgique de gamin des années 80 qui parle, ou est-ce que c'est vraiment mon objectivité qui a pris le dessus, j'en sais rien. Mais c'est pareil, un Cat Size, si vous avez jamais regardé, déjà, il y a un opening qui est cultissime. L'animation fait encore, bon, un petit peu vieillotte, mais ça va, ça passe, quoi, ça va, c'est pas un désastre non plus. Allez voir le premier épisode. On en reparle après. Ah, Soul Eater. Alors, Soul Eater, oh d'ailleurs ça fait penser, j'ai pas mis God Eater dans la liste. Parce que en fait, j'ai vu les deux en même temps, quasiment. J'ai vu l'un à la suite de l'autre. J'ai vu God Eater et Soul Eater dans la foulée. Alors, je vous avoue qu'au début, l'animation de Soul Eater, j'ai eu du mal. Hein. Je vais être tout à fait honnête. Enfin, l'animation, c'est pas l'animation, c'est le chara design des persos. L'animation, globalement, elle a de la gueule. Hein. Non, c'est très propre, c'est bien lisse, y a pas de souci. Le premier épisode, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du premier épisode, qui lance vraiment un petit peu le bail et qui te vraiment ensuite, bah limite, c'est la fin du premier épisode qui lance le reste de la série. Un petit peu à la manière de God Eater d'ailleurs, je suis en train de penser. Mais si vous arrivez à tanker les premières minutes, je pense qu'il y a moyen que la suite vous intéresse selon ce que vous aimez bien regarder comme genre d'anime. Moi, ça a été le cas à la fois pour Soul Eater et pour God Eater, et j'en garde de très bons souvenirs. C'est une série, clairement, tu me proposes de la remater, ouais, bah quand tu veux, on la remate. Alors, Digimon, comment dirais-je? Digimon, je me rappelle que ça existe. C'est vraiment parce que je veux pas dire que j'en ai gardé de bons souvenirs, mais j'ai pas détesté pour autant. En fait, le problème que j'ai avec Digimon, c'est que déjà, l'opening, il est horrible. Il est cringe dégueulasse, vraiment. La VF était au secours. On était vraiment pas sur l'âge d'or de la VF de l'animation à cette époque-là. Hein. Après, il y avait une petite histoire relativement cool, bon, même si effectivement, après, les formes finales de certains de ces Digimon ont fini sur Rule 34 pour pas forcément les bonnes raisons, vous vous en doutez. Mais ouais, j'aimais assez bien le concept de ces petites bestioles qui évoluaient avec des formes de combat qui devenaient absolument vénères au fur et à mesure des saisons. Mais ouais, j'ai vraiment pas eu autant de facilité à me mettre dedans qu'avec Pokémon, par exemple. Allez, là, attention, on attaque un monument incroyable. On va commencer par Dragon Ball. Alors, Dragon Ball, en fait, faut savoir que j'ai vu les épisodes assez tardivement par rapport à leur époque de parution. C'est-à-dire que moi, je suis né en 1985, et la série animée Dragon Ball, bah voilà, le temps que je sois en âge de regarder des animes, bah elle avait déjà vachement bien avancé. On avait même déjà entamé Dragon Ball Z. Donc, ce qui fait que, bah, Dragon Ball premier du nom, je l'ai pas énormément connu. J'ai eu pas mal de temps avant de découvrir vraiment la série originale. Série qui reste, soit dit en passant, totalement à consommer sans modération. Tant, en fait, bah, la base de Dragon Ball est réellement importante pour la bonne compréhension pour la suite de Dragon Ball Z. Même si maintenant, bon, j'imagine que ce genre de manga, ça n'a plus de secret pour qui que ce soit, mais pour les personnes totalement néophytes de cet univers, et je sais pas s'il doit y en avoir encore beaucoup en 2023, ben, les origines de Sangoku, son amitié avec Krillin, la découverte des personnages tels que Bulma, Yamcha, Tenshinhan, Kame Sennin en fait, même plus basiquement. Et ben tout ça, effectivement, ça permet de planter le décor et de comprendre ensuite l'évolution des relations qu'il y a eu sur le début de Dragon Ball Z, enfin surtout notamment sur la fin de Dragon Ball, into début de Dragon Ball Z, et puis bah ensuite bah, tout le développement tout le long de Dragon Ball Z. Là encore une fois, je pense que pour toutes les personnes qui ont archi tryhard ce genre de licence, je ne vous apprends absolument rien, et ça ne vous étonnera pas, donc du coup si je considère que Dragon Ball premier du nom reste une série à consommer sans la moindre modération. Cependant, Dragon Ball Z, voilà. Ah non mais c'est légendaire Dragon Ball Z, hein. Je cherche même pas à établir un débat ou quoi que ce soit, juste voilà, j'impose le fait que Dragon Ball Z est un manga légendaire. Faut savoir que Dragon Ball Z, au même titre que Hokuto no Ken, que Senseiya, que beaucoup d'autres licences de cette époque-là, de cet âge-là, et ben c'est la base en fait de ma culture de Japanimation. Toutes les personnes qui sont grosso merdo de ma génération, ne venez pas me dire que vous n'avez jamais mimer un Kamehameha dans la cour de récré. Ça, personne peut dire ça. Personne. Si vous le dites, c'est mytho. Voilà, moi je dis prove or fake. Avec l'arrivée des premières consoles de salon qu'on avait à l'époque, tout ce qui était sur NES, Super NES, Mega Drive, etc. Toutes les consoles que j'ai connues moi étant gamin, sujet qu'on commençait évidemment à aborder entre copains dans la cour de récré également à l'époque aussi. Bah forcément, il y avait les jeux Dragon Ball qui allaient dedans. Alors, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Mais quand on commençait à parler de Super Butoden et autres jeux dans le même esprit, au secours. Ça, je vais te dire clairement, ça a forgé mon enfance en fait, littéralement. Et me dire que j'ai connu cette licence, je devais avoir quoi? Enfin, Dragon Ball Z, j'ai vu les premiers épisodes, je sais pas, j'avais quel âge? Je devais avoir 6 ans, 7 ans, j'en sais rien. Tu sais ce que c'est le premier épisode de Dragon Ball Z que j'ai vu? J'ai vu un mec en vert, avec une cape blanche, qui était en train de tabasser un espèce de gros cafard bizarre, mais qui était en train de lui mettre ça, vraiment comme il fallait quoi. Et plus tard, je revois ce même gars en vert, sans sa cape blanche, en train de se tataner contre un couple d'ados, on dirait, il y avait un blond, il y avait une blonde avec les cheveux jusque là, et puis un brun avec les cheveux jusque là aussi. Mais alors c'est pareil, ils leur mettaient leur race, surtout au brun d'ailleurs. Et c'est bien
plus tard que j'ai compris qu'effectivement, littéralement, ma première vision de Dragon Ball Z, c'était Piccolo en train de défoncer la première forme de Cell et de se battre ensuite contre C17 lorsqu'il y avait la fuite avant qu'il se fasse bouffer par Cell justement. Donc forcément, ayant vu ces épisodes-là, j'ai eu l'occasion de rattraper quelques temps plus tard tout Dragon Ball Z, hein, en commençant par le début bien entendu. Et ça, en tout cas, voilà, mes premiers souvenirs dans Dragon Ball Z, c'est Piccolo en train de défoncer Cell. Incroyable. Et ça, c'est des souvenirs, tu vois, c'est des souvenirs. Et je pense que c'est pas le contenu de cette vitrine qui te fera comprendre que j'ai changé de centre d'intérêt depuis toutes ces années. Par contre, Dragon Ball GT, hein. Je le pose là pour l'instant. Hein. Mais en fait, je sais pas ce que je dois en penser. J'ai envie d'en dire du mal, mais d'un autre côté, je peux pas totalement être négatif non plus. Alors évidemment, il y a plein de choses qui allaient pas dans Dragon Ball GT. Qu'est-ce que c'est que ce pitch à base de « Ah, Goku, il redevient enfant, et puis si jamais il redevient pas adulte, la Terre entière, elle est détruite, voilà, fini !» C'est quoi ce lore à la con? Donc du coup, s'il redevient pas adulte, donc on peut considérer que vu qu'il redevient adulte en SSJ4, c'est bon, la Terre est sauvée? Non? Ah non, ça marche pas comme ça. Ah non, parce que les Dragon Ball, parce que oui, voilà, bon, très bien. Trunks, mon perso préféré ever de la licence. Ils en ont fait un boy scout, mais vraiment, ils en ont fait une espèce de lavette qui a complètement oublié d'où il venait. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais toi, c'est Mirai Trunks que t'aimes bien. Là, ce que l'on voit dans Dragon Ball GT, c'est le Trunks enfant qui a grandi dans Dragon Ball Z, blablabla. C'est le gamin archi pourri gâté, etc., qui du coup n'a pas eu la même évolution, gna gna gna. Oui, et du coup, c'est ça votre justification, en fait, qu'il soit devenu une complète chiffre molle dans Dragon Ball GT? Non, je suis désolé, ça tient pas la route 2 minutes. Vegeta, avec une moustache, est-ce que ça, il y a des gens pour défendre ça? Non, ne défendez pas. Je vous l'interdis clairement, ne défendez pas Vegeta avec une moustache, c'est non. Vegeta avec les cheveux coupés, bon, je peux encore... Bon, admettons. Vegeta avec la stache mou, c'est non. Il y a aucun moment où non. Non, bref, on va arrêter de réfléchir à ça, c'est non. Et pourtant, à côté de ça, vraiment les antagonistes avaient vraiment de bonnes idées. Baby, ce Tsufu, justement, cette race qui a été si longtemps en conflit avec les Saiyans, qui du coup vient prendre une revanche, mais alors séculaire, contre justement les derniers descendants des Saiyans, ça c'est une bonne idée. L'arrivée d'un second C17 pour donner un super C17 à l'arrivée, ouais, pourquoi pas? C'est peut-être pas la meilleure idée de génie, mais on peut pas nier que ça reste quand même original. À force de trop les utiliser pour corriger différents problèmes, les morts, etc., les désastres, et bien les Dragon Ball, à force d'être surutilisés, finissent par devenir maléfiques, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, les antagonistes ont quand même leur dose d'originalité. La fusion SSJ4. Gogeta SSJ4. Il démonte quand même. Enfin, merde, voilà, il y a un moment donné, ça démonte fort. L'apparence SSJ4, je veux dire, la forme SSJ4, moi, quelque part, je lui en veux pas, même pas. Au contraire, j'aime bien cette forme. Il y a plein de bonnes idées dans Dragon Ball GT, mais c'est mal exécuté, bordel. Ils ont voulu infantiliser Dragon Ball. Et puis de toute façon, ils ont fumé la Terre et ils ont tué Piccolo. Donc, il mérite pas mon respect. Mais maintenant, si je le laisse là, qu'est-ce qu'on pense de Dragon Ball Super ? Là, je vous avoue, je sais pas trop quoi en penser. Là, je suis un peu largué. Parce que là, je parle de Dragon Ball Super en tant que support animé. C'est-à-dire que je n'ai lu les mangas, enfin encore, j'ai pas lu tous les mangas. Mais j'ai lu surtout, on va dire, les mangas principaux, enfin les chapitres principaux, notamment sur tout ce qui était le tournoi du pouvoir, l'arc Black Rosé également, j'ai lu certaines parties. Parce que je voulais comprendre en fait pourquoi les gens, lorsque les épisodes étaient diffusés sur Dragon Ball Super, pourquoi est-ce qu'ils s'offusquaient à ce point par rapport à la comparaison avec le manga. Et donc là, on m'a fortement incité à aller voir pour que je puisse comprendre par moi-même. Et c'est là que j'ai vite compris que la série animée, elle chier ouvertement sur le support manga quand même, hein. Il y a de très très larges différences. Là où par exemple avec l'arc de la guerre sanglante de Bleach, il y a des épisodes entiers qui ont été créés, qui n'ont jamais existé à aucun moment dans le manga, mais c'était vraiment pour sublimer des scènes et apporter des propos supplémentaires. Mais là dans Dragon Ball Super, c'est pourquoi ça c'est comme ça et puis machin et puis bidule, oh là là. L'anime par rapport au manga a complètement fucké les rapports de puissance entre certains persos. L'arc du tournoi du pouvoir notamment, il a plus aucune tronche, mais vraiment c'est deux arcs différents. Entre ce que tu regardes dans l'anime et ce que tu lis dans le manga, tu constates deux récits complètement différents. Après, voilà, à l'instar de Dragon Ball GT, il y a quand même eu de bonnes idées, même si ces bonnes idées, c'est sous couvert d'énormes fanservice suintants et dégoulinants de partout. Le retour du Kaioken. Mais pourquoi il n'utilisait pas le Kaioken jusque-là? Mais parce que la transformation Super Saiyan lui suffisait largement et que c'était dangereux d'utiliser le Kaioken en complément. Mais maintenant qu'il a le SSJ Blue, il a la parfaite maîtrise de sa puissance. Ok. Explication sortie du cul du scénariste, mais qui en attendant a le mérite de fonctionner. Le retour de Végéto? Voilà, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Bon, Végéto, voilà, avait été largement canonisé déjà dans la série Dragon Ball Z, donc on n'a pas trop à se plaindre de ça. Là, on a un Végéto SSJ Blue, évidemment, paf, moment fin de service, hop, on vous le cale ici, merci monsieur dame. L'arc Black Rosé, par contre, est absolument incroyable. L'antagoniste qui a une forme de Sangoku, ça vraiment, c'est moi. Ça, j'ai adoré l'idée. L'idée de base est vraiment excellente. Le tournoi des univers, bon, why not? Mais par contre, il y a un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de faire des conneries avec les Super Saiyans. La fin de Dragon Ball Z, en fait, était quand même assez capillotractée par rapport aux Super
Super Saiyan justement, capillotracté, Super Saiyan, changement de couleur, blablabla, lol. Parce que on se rappelle quand même que les débuts de Dragon Ball Z, attention, ne devenaient pas Super Saiyan qui le voulait. C'était quand même, voilà, il y avait un mérite à obtenir cette transformation, il y avait du travail derrière. Non, à la fin, c'était bonjour, je suis Sangoten, je joue avec mon frère, on se lance des cailloux et pouf, ça fait un Super Saiyan. Ah mais j'étais Super Saiyan avant qu'on se lance des cailloux en fait. Ah d'accord. Ok, donc ça explique tout. Non, pas du tout. Bon, on va faire avec. Et Trunks qui s'entraîne avec son père dans la capsule. Et là d'un coup, oh c'est trop dur, pouf, Super Saiyan. Mais comment ça? Ah mais moi je suis déjà Super Saiyan aussi depuis longtemps. La fin de Dragon Ball Z te pond des Super Saiyan à la chaîne, comme ça, comme s'ils étaient produits en série en fait. Et ben là dans Dragon Ball Super c'est un peu le même problème, hein. Sauf que là c'est... Je parlais de capillotraction tout à l'heure. Non là c'est pire que ça là. Non par pitié, on se rappelle de la sensation de quoi, de gratouillis dans le dos, je crois, le guili dans le dos, les frissons dans les genoux en ce qui concerne Kale. Je comprends pas en fait pourquoi Dragon Ball Super réécrit certaines règles déjà pourtant établies depuis de nombreuses années dans Dragon Ball Z. Le produit de base était quand même suffisamment riche et suffisamment développé, pourquoi s'emmerder à réécrire des règles qui pourtant existaient depuis le début? Du coup j'ai bien aimé les deux, c'est-à-dire que, encore une fois, j'ai su apprécier les idées tout en remarquant les défauts à la fois sur GT, à la fois sur Super. Je suis un énorme Yankee de la licence Dragon Ball, donc d'un côté je me dis que si j'en mets un dans une catégorie, il faut que l'autre soit dans la même catégorie. Et quelque part, j'ai envie de plus me souvenir du côté positif. Je vous jure que c'est vraiment parce que c'est la licence Dragon Ball. Je pense que j'aurais été beaucoup moins clément s'il s'agissait d'une autre licence. Akamega Kill. Alors cette série, moi, elle m'a retourné, vraiment. Déjà parce que j'ai adoré, alors tout, le chara design, l'animation, la présentation, tout est franchement incroyable. Et attention, je l'ai pas dit en début de VOD, mais je vais parler de certaines choses qui spoilent, évidemment. Mais cette série, en fait, au début, ce que j'aime bien quand même, c'est qu'elle prend le temps, en fait, de te développer les personnages. C'est vraiment, tu sais que tu as une situation, tu as un groupe qui a une mission précise, qui a un but précis, et on te présente du coup chaque membre de cette organisation, de cette escouade. On te présente tout le monde bien comme il faut. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir te planter chaque perso avec ses capacités, son niveau de relation avec les autres membres de cette même équipe, et puis au final de pouvoir nouer un certain sentiment d'attachement, parce que du coup tu vas forcément avoir tes petits préférés dans le lot. Mais en réalité, les scénaristes sont des enfoirés de sadiques en fait, puisque tu prends le temps de connaître les persos, donc tu prends le temps de t'attacher à eux finalement. Mais il faut juste pas en fait. Il leur arrive tellement de situations mais toutes plus improbables les unes que les autres avec vraiment il y a des vacheries en plus, je me rappelle de trucs qui viennent de me hit là. Ils se font tous dégommer les uns derrière les autres. Mais genre c'est pas genre ils se font dégommer, hop un haricot magique ça va mieux. Non. Ils se font dégommer, c'est la tête au bout d'une pique, c'est un katana x12 traversant de part et d'autre, c'est enfermé dans un immense iceberg. Non, ils sont morts, hein. C'est finito pipo. Donc du coup, c'est là où l'anime est ultra sadique et vraiment ultra enfoiré, c'est que tu as pris le temps de nouer un certain sentiment d'attachement avec certains de tes personnages préférés, mais tu constates qu'au fur et à mesure des épisodes, ils se font tous scalper les uns derrière les autres. Et là, ton niveau d'attachement, tu vois, tu peux bien te l'arrondir là pour le coup. Je n'ai pas vu la suite, c'est-à-dire que là, on parle uniquement de la série animée, il y a une suite à Akamega Kill qui a été faite en manga, je crois que c'est le chapitre 2. Je ne l'ai jamais vu. Mais ça se voit et ça se revoit. Ça, y a pas de souci avec ça se consomme, y a pas de souci. Ranma 1/2. Alors, Ranma 1/2, vous savez que si le développement de cette licence avait été un petit peu plus dans le style de Juliette Je t'aime, je l'aurais foutu immédiatement en haine profonde, parce que ça faisait partie de ces animes qui à l'époque passaient avant mon épisode du jour de Dragon Ball Z. Mais, contrairement à ce qu'il y a dans la catégorie du bas, je patientais quand il y avait Ranma 1/2. Quelque part, je détestais pas. J'étais pas giga fan non plus, mais c'était suffisamment intéressant pour que je reste planté devant et que je patiente le temps que Dragon Ball Z arrive. Oh, la série animée Robocop. Qu'est-ce qu'elle était à chier cette série. Oh, j'étais, moi, vous savez, les portages de séries ou de films que j'ai vus étant gamin qui sont portés en anime, moi évidemment ça me marque, ça me parle, tout ça. On parlait de Ghostbusters, on a parlé de Men in Black, ce genre de choses, évidemment, moi ça me parle beaucoup quand c'est porté en série animée. Mais Robocop, mais alors, il y avait zéro effort. C'était typiquement la série américaine de base qui était juste là pour faire la promotion de produits dérivés. Mais la série, encore une fois, il y avait zéro effort. Il y avait rien de respecté dedans. Si, t'avais l'armure de Robocop, voilà, mais il avait des petits yeux rouges à la K2000. À quel moment il a ça dans les films, en fait? Et encore, je crois même me rappeler que la série animée Robocop n'est même pas issue des films. Je crois qu'elle est même issue de la série d'épisodes Robocop qui était, elle, par contre, diffusée aux États-Unis à l'époque. Mais quoi qu'il en soit, j'ai franchement pas des bons souvenirs. Et je vais même aller jusqu'à dire ouais non. Si je la vois, je la fuis parce que en fait la série m'a énormément déçu. J'ai vu les films Robocop, j'ai bien aimé, moi grand fan de films de SF des années 80-90, mais la série animée, elle est décevante en tout point. C'est pas beau,
Les doublages tiennent à peine la route, mais encore une fois, je l'ai dit à 15 reprises, mais c'est vraiment l'anime, c'est zéro effort. Tout ce qu'on veut, c'est tenez, vous voulez du Robocop, on vous balance du Robocop. Vous avez aimé les films, tiens, mange ton Robocop. Et puis surtout, oublie pas d'aller acheter mes jouets en grande surface. Voilà, c'est tout ce à quoi servait la série. Vous allez me dire, Pokémon, ils ont fait pareil. Évidemment, ça ressemble à ça. Beyblade, ils ont fait pareil également. Mais au moins, une série comme Pokémon, elle a fait des efforts. Il y a eu des choses. Robocop, il y en a eu zéro. Il y a rien. Le néant absolu. Hein, le niveau zéro de l'intérêt. Oh, Dead Man Wonderland. Alors là, je veux rien savoir. Là, vous allez m'arrêter cette VOD, vous allez me consommer sans modération ce Dead Man Wonderland, s'il vous plaît. À réserver un public averti, ça saigne fort. C'est le but d'ailleurs, c'est même très très fort le but. Littéralement, le premier épisode commence sur un massacre, hein, mais vraiment un massacre des plus sanglants, dans une salle de classe. Donc je vais vous dire à quel point ça tamponne un peu. Mais l'intro, elle est légendaire. Rappelez-vous, en plus, cette même intro, je m'en servais d'outro de VOD il y a encore quelques années de ça, mais c'est devenu très très copyright entre-temps, donc j'ai très très vite arrêté. C'est beau, c'est bien dessiné, il y a un scénario qui est complètement barré, c'est violent sa mère, tanti des grossiers également, on va pas se mentir, mais rien que pour l'écriture et le développement du personnage de Shiro, ça vaut le coup de se pencher sur cette série. No Game, No Life, alors ça c'est pareil, ça fait partie de ces licences que j'ai découvert très tardivement. J'ai découvert cette série à peu près en même temps que Overlord en fait, hein, c'est-à-dire que mon meilleur pote avait littéralement un disque dur externe rempli à gaver d'animés que j'avais jamais vu. Il m'a passé son disque dur et là j'en ai avalé de l'anime, hein, mais alors j'en ai avalé par paquet de 12. Hein. Et dedans, il y avait No Game, No Life. Hein. C'est trop bien No Game, No Life. Alors par contre, ouais, alors... faut faire attention, c'est pas non plus ultra violent, c'est pas pour un public extrêmement averti, mais il peut y avoir certaines situations qui sont parfois what the fuck et ça peut provoquer des situations de cringe un petit peu. Mais les OST sont incroyables, l'ambiance sonore d'une manière générale est incroyable. Maintenant, c'est pas forcément le genre d'anime que je me précipiterais pour revoir l'entièreté de la licence, mais je peux pas nier que j'ai passé un très bon moment en la regardant. Ouf, voilà, c'est pareil, hein, Mirai Nikki, et par contre, attends, et on enchaîne les séries d'animes là, Akabe Gai Kill, Dead Man Wonderland, Mirai Nikki, oula, il y a un pattern qui se dessine là. Alors c'est pareil, à ne pas mettre devant tous les yeux, hein, parce que c'est quand même relativement violent. Maintenant, si on prend Blood-Sea, qui doit être probablement la valeur étalon de la violence gore en matière d'anime, Mirai Nikki c'est quand même un cran en dessous. Mais c'est pareil, en fait c'est plus, dans Mirai Nikki va plus y avoir surtout de la violence psychologique en fait. Hein. Il y a des situations qui vont amener des personnages à subir des choses que je vais pas vous décrire ici pour des raisons évidentes, mais ceux qui connaissent Mirai Nikki, vous voyez où je veux en venir. On se rappelle notamment de, je sais pas moi, certaines routes tracteurs avec une tête, enfin des choses... bon bref, voilà, je vais pas épiloguer. Mais bref, Mirai Nikki, si vous êtes un tantinet intéressé par ce genre de format de licence, ça peut vous plaire. Gun. Oh merde, oula, on revient ici, à consommer sans modération. Je veux rien savoir. Gun, ça se mange, ça se dévore, ça se reprend. Et là, je parle bien de Gun, la série d'animation, je ne parle pas de Alita Battle Angel, le film qui est sorti il y a quelques années, là, assez récemment. Après, attention, si vous faites partie des gros puristes, si vous commencez par Gun et que vous voulez parfaire, on va dire, votre connaissance de l'univers en regardant Alita Battle Angel, par pitié, oubliez que vous avez vu Gun juste avant, parce qu'il y a effectivement pas mal de situations qui cadrent pas vraiment avec la licence originale quand vous regardez Alita Battle Angel. Mais si vous arrivez à faire abstraction de ça, vous allez passer de très bons moments devant l'un comme devant l'autre. Ça se regarde pour ce que c'est, du grand spectacle très bien foutu, mais surtout l'anime est à des années-lumière supérieures en termes de qualité au film. Ça, si vous êtes un grand fan également d'univers dystopique à la Cowboy Bebop, ça va forcément vous plaire. J'avais oublié que j'avais mis ça dans la liste. G.I. Joe, oh bordel. Oh, j'avais oublié ce truc, alors ça on va le mettre là direct. Hein. C'était nul à chier cette série. Qu'est-ce que c'était naze. C'était mais vraiment zéro. Et tu sais quoi, même pas, je vais même le mettre là. Parce que en fait j'étais en train de me dire que j'ai quand même de meilleurs souvenirs de Naruto, malgré que je vous avais expliqué le fait que j'ai vraiment pas aimé les premiers épisodes, le premier arc. Mais G.I. Joe, non, c'est vraiment un cran en dessous encore de Naruto. Hein. C'est zéro, en fait, ça faisait partie de ces séries animées des années 80, même titre que Transformers, Action Man et compagnie, je t'en parle, c'est des meilleurs dans le même esprit. C'était juste encore une fois des séries qui étaient là pour vendre des jouets en fait. C'était à l'époque, c'était pour parler à ton âme de petit garçon. Tiens, regarde, il est incroyable mon soldat, regarde, il est beau mon véhicule, machin, bidule. C'était du suintant, du dégoulinant, de regarde mon épisode du jour, il est incroyable. Maintenant, demande à tes parents de t'acheter le dernier jouet à la mode et de le mettre au pied du sapin. Et ça c'est pareil, G.I. Joe faisait aucun effort. C'était dégueulasse, même pour l'époque, c'était extrêmement moche. Les doublages en français, les comédiens, on avait rien
rien à foutre. J'ai rarement entendu un tel degré de battage de noix dans un doublage d'anime. J'ai jamais entendu parler de la version originale, hein, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Alors en VF, c'est une abomination. Bref, encore une fois, G.I. Joe, il y a rien qui va là-dedans. Et à regarder aujourd'hui, non, mauvaise idée. À la limite, je sais pas, regardez peut-être plutôt Captain Planet juste au-dessus, ce sera peut-être mieux. Alors là, oh, la transition, elle est incroyable. Passer de G.I. Joe à Captain Tsubasa, Olive et Tom, bordel en français. Est-ce que je considère Captain Tsubasa comme étant aussi légendaire que Dragon Ball Z? Là, les fans de Captain Tsubasa, vous attendez désespérément que j'enlève mon doigt de la souris. Hein. Mon premier animé de sport, vraiment. Captain Tsubasa, c'est d'excellents souvenirs. Olive et Tom dans sa version originale. Mark Landers, bordel, Mark Landers. Kojiro Yuga dans la version originale. Mon perso préféré de l'anime, il y a zéro problème. En fait, non, je vais le mettre en consommer sans modération pour une raison très simple. Je suis pas un grand fan de foot, en fait. C'est moi, Captain Tsubasa m'a énormément parlé parce que j'ai bien aimé l'animation, j'ai bien aimé la série en elle-même telle qu'elle nous a été présentée à l'époque pour ce qu'elle était. Mais j'ai jamais été un grand fan de foot. Vous savez, on en parle assez souvent en stream. Hein, quand je regarde du foot, généralement, c'est les grandes compétitions officielles, voilà, genre Euro, Coupe du Monde, etc. Le rugby, c'est pareil. On est devant le mondial de rugby. Voilà, ça va pas plus loin. Mais il y a Mark Landers. Et Mark Landers, c'est sans modération. Puis Genzo, bordel, Genzo également. Oh là là, tellement de personnages, de noms de personnages légendaires qui m'en viennent en tête là. Oh, Hajime no Ippo. Alors c'est pareil, je l'ai vu très tardivement Hajime no Ippo. Et franchement, pour avoir vu peu de temps après Baki, bah franchement, Hajime no Ippo... mais quand tu veux, hein. Ah mais vraiment. En fait, ce que j'adore, c'est que ça reste un animé de sport, c'est sur la boxe, bon évidemment c'est très dans le spectacle, certaines situations sont très largement exagérées, mais bordel, en fait, c'est fou à quel point la technique d'animation employée pour rendre les combats dynamiques fonctionne de fou, en fait, dans Hajime no Ippo. Limite, à chaque fois qu'il y a un combat qui est lancé, tu pourrais limite sentir dans ta propre mâchoire l'impact du gant de boxe dans ta gueule, en fait, quoi. Alors que tu es juste en train de le regarder sur ton écran. Et ça, n'empêche, c'est sacrément balèze de pouvoir, au travers d'un écran, te faire ressentir toute une intensité comme ça. Et j'ai pas ressenti la même chose en regardant Baki, même si effectivement, il y a des combats qui sont quand même assez spectaculaires dans Baki. Mais Hajime no Ippo, non, ça a poussé vraiment le cran un poil au-dessus, mine de rien. Et ça, ouais, ça, c'est une série que je me referais volontiers, sans le moindre problème. Oh là là, DuckTales, la bande à Picsou, ça c'est mon enfance, ça c'est, voilà, c'est typical mon enfance. On n'est plus dans l'univers du manga, etc. Est-ce que c'est juste des bons souvenirs? Parce que, à l'heure actuelle, est-ce que je me redévalerais autant de la bande à Picsou? Je pense pas. Quand tu vois un petit peu les classements moyens que j'ai mis à consommer sans modération et des bons souvenirs, je vais pas dire que DuckTales, je me referais forcément toute la série en entier, mais qu'est-ce que j'ai adoré. Ça, la bande à Picsou, ça a forgé une grosse partie de mon enfance entre l'animé, entre les bouquins, parce que tout ce qui était à l'époque, les Picsou Magazines, sous tous les formats qui existaient à l'époque. J'en ai avalé de ces épisodes. Aïe. Et d'ailleurs, vous savez quoi, Dexter, dégage, voilà. DuckTales à côté de Tic et Tac. Ce n'est que justice. Jeanne et Serge. Voilà. Jeanne et Serge, je vous résume très rapidement, c'était juste un obstacle de plus qui venait me casser les bonbons, c'est un truc que j'avais absolument pas envie de voir avant mon épisode de Dragon Ball Z. Ça dégage. Sans autre forme de procès, hein. Ça dégage. Code Lyoko. Bah ouais, Code Lyoko. Qu'est-ce qu'on va dire de Code Lyoko? Bah Code Lyoko, on va dire que moi j'ai un peu pris le train en route, hein. Et j'ai même eu pas mal de stations de métro de retard, hein. L'animé était déjà largement implanté, avait déjà pas mal d'épisodes de diffusés quand j'ai commencé à connaître un peu l'existence de cet anime. Ce qui fait que j'ai pas forcément eu la même hype que beaucoup de gens qui ont découvert cet anime à l'époque. Probablement un conflit générationnel, allez-vous me dire, vous auriez pas totalement tort. Maintenant, ouais, Code Lyoko, alors si Code Lyoko, par contre, il y a un truc qu'on peut pas lui retirer, c'est que l'intro est très cool. Ça, par contre, là-dessus, il y a pas de problème. C'était les débuts un petit peu de tout ce qui était l'ère du numérique, maintenant, qui venait petit à petit remplacer l'animation traditionnelle. On n'était pas encore totalement passé sur l'ère de la 3D, du full numérique, on avait encore un mélange assez hybride entre les deux, finalement. Après, je peux pas dire que j'ai détesté ce que j'ai vu, hein. C'était globalement plutôt cool, hein. Même si, on va pas se mentir, au bout d'un moment, putain, la série, elle tourne en rond, quoi. C'est toujours la même chose tout le temps, d'épisode en épisode. Il y a les gentils, bouh, il y a un méchant, vite, on passe dans le monde virtuel, boum, on a zigouillé le méchant, et hop, on reboot la matrice. Putain, ça se termine un jour vos conneries. Les mini-pouces ça m'a jamais intéressé les mini-pouces, mais alors, genre jamais, mais vraiment. Je me rappelle que ça existe, je me rappelle que j'ai dû tomber sur 2-3 épisodes. Le peu que j'ai vu, j'ai jamais apprécié, mais alors vraiment pas. Pourtant ça fait partie de ces animes de mon enfance, mais même déjà gamin, j'avais, semble-t-il, des goûts assez tranchés. Mais les mini-pouces, j'ai jamais pu. Non, jamais, au grand jamais, ça non. Bon, je me rappelle que ça existe.
Et c'est déjà très bien. Oh là 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 là, vite, 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 à consommer sans modération, Pat Labor, bordel. Oh là 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 là. Là, je pense que vous avez le pattern des animes de mon enfance qui se dessinent devant vous, en fait. Entre les gens qui ont des super pouvoirs, qui vont tout défoncer, etc. Peut-être qu'on va trouver dans Dragon Ball, dans Get Backers, dans Hokuto no Ken, Senseiya, ce genre de choses. Que j'étais très très fan de mecha également. C'est pour ça que moi, les Super Sentai, j'ai énormément accroché tout ce qui était les Bioman, Power Rangers, etc. Moi, je suis à donf là-dedans, y a pas de souci. Donc tu penses bien que tout ce qui touche à Evangelion, Gundam, Pat Labor, évidemment, moi ça me parle énormément. Code Geass, tout ça, bref, j'en passais des meilleurs. Mais Pat Labor, remarque, non, je peux pas dire que je le consommerais sans modération. Je le mets bien volontiers à côté de Gundam. Ouais, c'est chiant, j'hésite entre les deux, mais non, je peux pas dire que je vais plus consommer sans modération du Pat Labor que je ne consommerai sans modération du Gundam, quoi. C'est marqué de bons souvenirs. Non, je vais dire que j'ai d'excellents souvenirs, que ce soit de Gundam ou de Pat Labor. Oula, ou quand je vois les morceaux qui arrivent, je vois du One Piece, je vois du Bleach, je vois du City Hunter, je vois du Castlevania, je vois du Tortue Ninja, du Hunter x Hunter. Oh, vous savez quoi? On va se garder ça pour le prochain épisode, parce que là, on va beaucoup parler, on va beaucoup détailler certaines choses. Donc là, dites-vous que ça fait déjà 1h15 que je recorde, hein, juste à parler de ça. Hein. Donc si on doit enchaîner tous les pépites que je viens de vous montrer, je vais au moins tripler ce temps. Donc, on va se garder ça pour un prochain épisode. On avance bien petit à petit, mine de rien, regardez, on a encore tout ça. Alors, sachant que dès que ma mémoire fait un petit reboot sur elle-même, je rajoute certaines licences au fur et à mesure. Mais là, pour le moment, je pense qu'il est important de se laisser là. Et le prochain épisode promet d'être légendaire. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère encore une fois que la suite de cette tier list vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je vous invite à la commenter, la partager et lui mettre votre meilleur pouce bleu. Et en parlant de commentaires, je compte sur vous pour être aussi respectueux dans vos échanges que vous avez pu l'être sur les commentaires de la première VOD. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'activer le combo abonnement plus cloche pour ne rien rater du contenu régulier qui sort sur cette chaîne. Et si vous souhaitez me suivre en dehors de YouTube, vous trouverez en description tout ce qui concerne les réseaux sociaux, Discord et ma chaîne de stream Twitch. Merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!